Bonjour, moi c'est Anne Lemat et je vous souhaite la bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Cet épisode est présenté par NAC, le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Que ce soit sous forme de barres, de gaufres ou de poudre protéinée, NAC a tout ce qu'il te faut pour te soutenir. Perso, moi j'ai un gros coup de cœur pour les gaufres caramel salées, puis je peux vous confirmer que j'en mange pas juste en m'entraînant. C'est des produits développés par et pour des athlètes d'endurance avec un grand souci environnemental, puis en plus, c'est 100% québécois. Je peux pas trop en parler, là, mais il paraît qu'il y a de bien belles affaires qui s'en viennent pour NAC en 2022. En tout cas, je dis ça, je dis rien. NAC t'offre un rabais de 15% avec le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 73e épisode de Pas sorti du bois, le tout premier de 2022 en compagnie de Anne Lemat. Bonne année Anne! Hey, bonne année Yannick! Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Grâce à la magie d'Internet, on parle déjà de 2022 alors qu'on n'est pas encore tout à fait là, mais au moment où les gens vont nous écouter, on sera en 2022. Ouais. Je suis vraiment content que tu sois là. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. On s'est croisés plusieurs fois. On s'est parlé dans plein de contextes. Là, je t'ai vu à la Racine d'Or quand tu as remporté un prix. On pourrait y revenir. Puis là, on jasait. Là-bas, je me suis dit, OK, là, depuis le temps que je veux inviter Anne, c'est le temps de le faire. Je me lance. Puis en plus, je te mets la pression de commencer l'année 2022. Pas t'en rajouter un peu, mais l'an passé, c'est Hélène Dumais qui avait commencé. La pression, c'est toujours 2022, bon, hein, fait qu'il n'y a pas de problème avec la pression. Ben voilà, ça prend une bière pour passer à travers la pression, c'est ça que je comprends. Exactement, c'est la meilleure façon. Qu'est-ce que tu bois? Je bois c'est une folle mesure, qui est une délicieuse Session Naipa du Ciboire à Sherbrooke. Ciboire, achat local pour toi qui est de la région de Sherbrooke. Absolument, et puis j'aime beaucoup, et le goût. Déjà, et puis je trouve que le nom est sympathique, folle mesure, parce que ça prend de la mesure quand on fait des choses comme ça prend une certaine mais il faut être un peu fou, fait que je trouve que c'est une bière dont le nom me donne envie de la boire. Ben, c'est très inspirant, puis c'est vrai que dans les ultras, il y a un peu des deux, hein. Ça prend un peu de mesure, ça prend un peu de discipline. En fait, ça prend beaucoup de discipline pour l'entraînement, pour la préparation nutritionnelle, pour tout ce qu'on fait. Mais ça prend une certaine folie. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être 100% sain d'esprit puis se lancer dans 100 km de course et plus. Ça fait pas si longtemps que je suis dans cet univers-là. Puis, il y a quelques années, j'avais entendu Hélène Dumais quand elle faisait le montage de son film Infinitus, oui. 888. Et puis, ça m'avait beaucoup frappé. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Elle avait dit... Quand tu prépares quelque chose comme ça, il y a vraiment... il faut que tu aies tout prévu, mais il faut aussi que tu te prépares à l'imprévisible. Mm-hmm. Puis, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans ma vie, dans différents contextes, que ça soit le sport, que ce soit le travail ou quoi. Puis des fois, on peut entendre des choses, mais ça ne fait pas écho en nous. Mais c'est sûr que déjà, quand c'est Hélène Dumais qui le dit, c'est quelque chose. Quand c'est 888 km, c'est quelque chose. Et qu'en plus, tu voyais ces photos de ce à quoi elle traversait, il y a un moment, ça vient te toucher, puis ça vient te parler profondément. Alors, j'aime beaucoup cette espèce de paradoxe-là tu peux être aussi bien préparé, mais il faut que tu sois capable de te retrouver avec ton parachute qui lâche. Exact. C'est ça. Il faut avoir quelques parachutes de sûreté parce qu'on peut se préparer pour anticiper un problème X, Y, Z qu'on a déjà connu dans une course, puis boum, c'est complètement autre chose qui arrive auquel on ne s'attendait pas du tout. Puis je pense que ce qui fait qu'on se rend au bout d'une course, que ça aille bien ou que ça aille mal, mais qu'on se rende jusqu'à la fin ou qu'on se rende jusqu'au point où on décide d'arrêter, dans tous les cas, il faut être capable de dealer avec cette surprise-là, cette démesure-là ou peu importe ce qui se passe. Puis on apprend à vivre avec ça. Des fois, ça finit en abandon. Des fois, ça finit en fin brutale, difficile. Des fois, ça finit en succès, mais on apprend de ça. Puis on progresse. Puis en fait, moi, quelque chose que j'entends beaucoup à force de parler avec plein d'ultra-trailers, ultra-traileuses, coureurs en général, c'est qu'on apprend continuellement.
Tu sais, tu parles, j'entendais, je pense que c'est Pierre Lequien qui est allé au podcast de Ultra Lala Podcast, que je salue, Christina Pierre-Luc d'ailleurs. Puis tu sais, c'est un gars que, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais pas loin d'une vingtaine de 100 000 de compléter des 100 miles, dont le Bromont Ultra qui a complété toutes les éditions année après année. Puis c'est ce qu'il disait, tu n'es jamais prêt complètement. Tu as bien beau avoir l'expérience, tu as un bagage, puis tu as peut-être plus d'outils dans ton coffre à outils, mais il va toujours te manquer un outil à un moment donné, puis il faut que tu te le gosses dans des branches que tu trouves, puis tu finis par te trouver ton propre outil, puis passer à travers. Puis si tu passes pas à travers, ben, c'est pas grave non plus. Il y a ce qu'on apprend, puis c'est drôle, tu vois, parce que d'avoir vu Marjorie Barivilla, qui est venue il y a quelque temps à ton podcast aussi, qui est une bonne amie. Et puis, elle était là au départ du 125 à Ricana cette année. Et puis, elle vient me demander, pareil, elle vient me demander de dire quelques mots. Elle faisait des petits extraits là pour l'UTHC. Puis, je m'attendais évidemment pas à ça. Puis, elle m'a dit, comment tu te sens? Puis, je lui dis, écoute, je me sens dans la montagne, puis je me sens avec la montagne. Puis, moi, c'est un peu ça la clé. C'est, oui, il faut préparer, oui, il faut apprendre. Il y a un côté très analytique, puis ça, c'est une partie de moi. Puis, je pense qu'on a besoin d'apprendre. Il y a des choses qu'on n'invente pas, là, ça, c'est sûr, là. Mais il y a aussi une part j'allais dire, de s'abandonner, mais dans le bon sens du terme, parce que il faut pouvoir être imprégné de l'environnement. Puis c'est ça qui je trouve, est la magie de la course en sentier. C'est quand entre guillemets, on s'abandonne, mais on s'imprègne de ce qu'il y a autour de nous, puis de ce que notre corps nous dit. Puis ça, à la limite, c'est de l'apprentissage, mais c'est beaucoup d'accepter d'être à l'écoute, pas toujours raisonner les choses. Ça, c'est assez... C'est spécial parce qu'on ne peut pas toujours l'expliquer, là. Mais quand ça se passe, c'est le fun. Ah oui. Mais je pense que c'est ça le plaisir aussi de la course en sentier, que ce soit en entraînement ou en course. Puis, tu sais, moi, j'ai une approche très pragmatique, analytique dans ma façon de préparer les courses, pas pour l'entraînement, mais pour tout le reste. C'est ceux qui ont écouté mon épisode 60 de mon Bromont Ultra, ils entendaient ma blonde lister des choses. T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? T'sais, mais moi, j'ai besoin de toute cette structure-là, de préparer un guide de mots-clés, de choses à ne pas oublier au ravito pour question de repartir du ravito sans oublier quelque chose. Je suis TDAH diagnostiqué, j'ai besoin de cette structure-là, puis j'ai besoin de quelqu'un qui me le demande. Ma blonde me disait, t'as-tu telle affaire, t'as-tu changé tes bas? J'ai besoin de toute cette préparation-là, puis je le pense en amont pour complètement m'abandonner le jour J. Moi, je pense que ça a été ça, personnellement, le succès de ce Bromont Ultra-là, c'est que je suis arrivé, j'avais tout structuré avant, mais quand la course a commencé, j'ai parti mon cellulaire juste parce qu'il fallait l'avoir sur nous. J'ai parti le GPS, je l'ai mis dans ma poche en mode silencieux. Puis je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé ma montre. Ma montre, c'est une montre chrono. Là. Elle fait juste calculer l'heure et le chronomètre. Mais je me suis complètement abandonné. Puis je me laissais gérer dans mes ravitaillements. Fait que je suis arrivé avec cette approche-là très laisser-aller parce que j'avais une structure que j'avais moi-même établie avec mon crew et tout. Puis ça a fait que ça s'est bien passé. Ça, c'est ma recette. Ça a été ma recette pour Bromont cette année. Après ça, félicitations. C'est quelque chose. Moi, j'ai accompagné un ami sur les 40 derniers, là, comme pacer. Ouais. Puis, c'est quelque chose, le Bromont Ultra. C'est vraiment quelque chose. Fait que c'est rien que 40, j'ai trouvé que c'était exigeant. Il y a 2-3 ans, là, j'avais accompagné notre ami Dominique là-dessus. Puis, c'est fantastique. C'est vraiment plaisant d'être pacer, mais on a conscience que c'est juste le dernier quart, là, puis c'est déjà tellement exigeant. Fait que je te lève mon chapeau à cette occasion, Yannick, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, moi, j'embarque là-dessus, puis sur le moment, on embarque, puis c'est dur, là, mais quand on a quelqu'un à côté de nous qui a déjà fait 3 fois cette distance-là, tu te la fermes. Comme quoi, tout est relatif. Ça permet de relativiser des fois. C'est ça qui est drôle, là, c'est que quand on commence à courir des longues distances, les petites paraissent plus accessibles. C'est quand même une drôle de... C'est pas juste ça, là, parce qu'il y a toujours de se perfectionner, puis c'est souvent sur les petites distances qu'on va arriver à s'améliorer, là. C'est beaucoup plus précis, mais c'est des plaisirs différents, on va dire. Il faut que ça reste un plaisir. C'est ça qui est
qui n'est pas toujours évident, mais, mais c'est un beau monde, le monde de la course à pied. C'est ça que je trouve. Ben oui, ben c'est vrai, j'avais oublié, je m'en rappelais, mais le lien qui nous unit aussi, c'est que tu as été le pacer de Dominique quand il a complété son Bromont Ultra en 2019. Puis c'est drôle parce que Dom et moi, on est allés courir ensemble quelques semaines avant mon Bromont Ultra où lui était mon pacer. J'avais un pacer d'expérience parce qu'il avait fait cette course-là, le Bromont 160, mais il avait aussi été accompagné par toi. Puis on parlait, puis il me demandait comment tu veux qu'on gère notre pacing, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il m'a juste dit, ben moi, avec Anne, c'était ça qu'on faisait, puis c'était ça on a juste reproduit ce que vous aviez reproduit ensemble à l'époque, en 2019. Il me disait, je vais être en avant de toi, je vais faire la navigation, toi tu suis, puis quand ça fait mal, tu fermes ta gueule, puis tu avances. Ça a été ça pendant 40 kilomètres. OK, c'est drôle. On parle, mais j'ai même pas dit moi ce que je buvais, puis c'est important parce que c'est un partenaire du podcast, fait que je vais le dire, mais moi j'ai décidé que j'allais faire un janvier sans alcool, juste parce que je suis dans mes derniers gros blocs d'entraînement pour Black Canyon le 12 février. Puis j'ai décidé, bon, pas ce temps des fêtes, vous avez entendu mon épisode avec Charles Castonguay, on a abusé des bonnes choses dans le temps des fêtes. Là, janvier sans alcool. Puis ça tombe bien, j'ai un partenariat avec Boréal, la Hors Sentier, donc leur nouvelle gamme de bières sans alcool. Puis là, j'ai la chance d'avoir leur nouvelle rousse Hors Sentier qui vient tout juste de sortir. Donc, quand j'ai le goût d'un petit breuvage houblonné au mois de janvier, comme je fais le janvier sans alcool, ce sera avec la Hors Sentier. Puis la rousse est vraiment, vraiment très bonne. Donc, après avoir parlé déjà pas mal, cheers à toi, Anne. Merci d'être là. Et cheers! Oui, c'est le fun. Ben, c'est vrai que on apprécie, mais c'est ça prend quand même de la discipline quand on fait de la course. Puis c'est drôle parce que le Ciboire a sorti une bière qui s'appelle Discipline. Je pense qu'ils l'ont sortie l'année passée au mois de février, parce que c'est février, le mois de sans alcool. Oui, d'habitude, c'est le février. Honnêtement, c'est vraiment agréable. Fait que faut oser des fois essayer des choses nouvelles, là. Ah oui, exactement. Mais j'adore le nom de leur bière, la Discipline pour leur bière sans alcool. Il y a de la suite dans les idées. Ouais. Parle-moi, Anne, de comment la course est entrée dans ta vie. Parce que tu disais que ça fait pas si longtemps que tu es dans cette communauté-là. Puis tu avais eu un super beau message dans ton message de remerciement quand tu as remporté l'Ange des Sentiers, le bénévole de l'année. Puis c'est ça qui m'est comme resté en tête de dire, ben, c'est intéressant. Puis j'aurais voulu, moi, sur le stage, pendant que je t'écoutais recevoir ton prix, dire, non, mais Anne, parle-nous-en davantage. Puis là, j'ai dit, bon, c'est pas la place pour ça, je vais l'inviter au podcast, mais tu parlais à quel point la communauté t'avait accueilli à bras ouverts, puis à quel point tu t'es senti accueilli. Mais comment c'est arrivé cette découverte-là de la course en sentier au Québec? C'est sûr que c'est quand même récent dans le sens où ça date, on va dire, de 2014-2015. Maintenant, c'est drôle d'y repenser. Hein. Il y a toujours des étapes. Il y a des faits marquants, mais il y a des étapes. C'est clair que, je ne sais pas si c'est tous les enfants qui aiment courir, mais c'est clair que j'ai toujours aimé ça courir. J'ai des souvenirs, mettons, au secondaire. Moi, je suis originaire de la France. J'ai grandi en France. Et puis, j'ai souvenir du secondaire où bon, là, tu as des sensations. Tu sais, j'ai souvenir d'avoir fait des courses avec... J'étais pas dans une équipe de sport attitrée. J'ai fait différents sports, du basket, du soccer, des choses comme ça. Mais j'ai souvenir d'avoir fait des courses officielles. Et puis là, tu sais, tu as cette espèce de vibration dans la poitrine extraordinaire. Fait que ça, c'est des beaux... c'est des beaux moments où je trouve que quand tu cours, tu vis plus fort. Là. Bon, mais ça date du secondaire. Tu sais, après, la vie passe. Tu fais tes études, tu es occupé, tu fais des bébés, tu es occupé. Fait que ça, c'était comme pas mal arrêté, je te dirais. Puis, moi, j'ai grandi en France. Je suis française d'origine, mais j'ai poursuivi ma carrière professionnelle à Madagascar. Fait que tu es aussi dans un environnement où est-ce que, mettons, tu n'as pas les mêmes structures pour faire du sport, ni les structures. Mais des fois, tu sais, on se trouve toujours des excuses, j'allais dire, mais toujours est-il que je trouve que j'ai passé comme 10 ans quasiment sans vraiment faire du sport parce que j'ai fait d'autres choses dans la vie. Puis, on vit tout ça un peu à un moment donné. Comment est-ce que tu concilies? Comment est-ce qu'à certains moments, tu vas plus accorder du temps à ton travail, à tes enfants et tout. Puis c'est ce qui s'est passé entre 25 et 35 ans, on va dire. Donc là, j'ai comme oublié de faire du sport. Tu sais, j'en faisais plus. Alors que, mettons, jeune, 10, 15, 20 ans, j'aimais ça. Arrivé ici au Québec, là, faut
faut faire sa place parce que tu arrives, tu connais personne. Donc, moi, je suis repassée par l'université. À l'université, on fait un peu de sport. Ça, c'est le fun, j'aime ça. Et puis, puis c'est ça, je commence à explorer un peu la région. Puis, je pense qu'une des premières choses qui m'a frappée, c'est d'aller au mont Ham, qui est, mettons, à 45 minutes de Sherbrooke. Puis là, mon fils avait 6-7 ans, mon aîné, là, Théo. Puis au début, je me dis, il n'y a pas de problème, là, je vais le battre à plat de couture, tu sais, parce qu'au début, tu as des petits-enfants. Puis là, je me prends, oh là là, il monte là, puis je suis incapable de le suivre. Puis là, c'est comme un électrochoc de, ça marche pas là, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est pas vrai ce qui se passe. Fait que ça a été comme un espèce d'électrochoc. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, tu commences à comme ouvrir tes yeux, tes oreilles. C'est ça qui s'est passé. Donc là, c'est ça. Dès que tu commences à regarder un peu sur Facebook ou écouter les communautés, commences à t'équiper, ben là, tu rentres en contact. Fait que c'est ça qui s'est passé dans le fond. J'ai commencé à trouver des occasions. Là, j'ai commencé à monter au Mont Offord. Là, j'ai commencé à trouver que c'était beau. Là, j'ai commencé à trouver ah oui, monter à la montagne, une fois, 2 fois, là, tu trouves ça plaisant. Et puis, c'était à l'époque où les bootcamp race aussi avaient lieu. Alors, j'ai beaucoup commencé avec, je te dirais, avec mes garçons aussi, à faire cette espèce d'aventure, là, plus sous forme de jeu, plus sous forme de nature, puis sous forme de juste de se bouger, puis vivre quelque chose avec mes jeunes, c'était ça. Et puis là, après, quand tu embarques dans un club de course, là, c'est ça, à Sherbrooke, c'est quand même pas une très, très grosse ville, là. Donc, ça va vite. Tu sais, il y a la boutique Le Coureur, où est-ce que c'est la place où est-ce qu'il faut aller. Puis, quand tu vas dans cette boutique, tu vas rencontrer Kenny, qui est le gérant, mais qui est un très bon athlète, qui t'explique, qui te regarde pas de haut en te disant, ouais, toi, tu sais pas courir, fait que prends ces trucs-là. Tu sais, les gens prennent soin les uns des autres. Fait que on te montre le bon matériel, on t'explique qu'il y a un club. Donc, c'est comme ça un petit peu que ça démarre. Puis, ça démarre vraiment doucement. Puis, au début, tout est nouveau. Fait que tu sais pas nécessairement courir l'hiver, etc. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Longue histoire, là, une longue réponse à ta question. Mais parfait, c'est comme ça. Ça a été de démarrer, je te dirais, à la fois course sur route, course en sentier, vivre des choses avec les gens. Puis là, les gens, ils te parlent OK, il y a cette course-là au Mont-Sainte-Anne. Puis là, tu vas vivre ça. Puis là, tu vis quelque chose de différent. Il y a le fait que c'est des beaux événements. Puis il y a aussi le fait que quand tu vas sur un événement, ça m'est arrivé justement au début de vouloir progresser parce que j'ai quand même un côté compétitif. Je suis allée à des événements, je suis allée au Ultimate XC à Saint-Donat. Je suis allée à quelques événements comme ça. Puis, tu sais, j'y allais comme quasiment toute seule. Puis, je faisais ma course. Puis, j'arrivais en bas. Puis, je connaissais personne. Je voyais. Fait que c'était un drôle de feeling. Et à l'inverse, ça m'est arrivé d'aller courir au QMT, m'entraîner pour le 40 km, 44 km, puis d'avoir 10 amis qui m'attendent à la fin alors que j'étais dans les dernières, ils m'avaient attendu pendant 2-3 heures, puis là, on te célèbre, puis j'ai tellement été touchée par cet accueil-là que comment est-ce qu'on est capable de reconnaître tes efforts, puis ça n'a pas rapport avec ton classement. C'était, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, on a vécu quelque chose collectivement, les gens, puis tu n'es pas jugé sur ton classement, mais on partage quelque chose, puis ça, je trouve que tu vois, j'ai reçu un prix comme bénévole Ange des Sentiers, mais de ce que je comprends, c'est parce que je suis pas mal impliquée dans la communauté ici. Il y a à la fois une combinaison de ce qu'on vit individuellement dans ce sport, qui est un sport individuel, mais collectivement, il y a quelque chose qui se passe quand on s'entraîne ensemble, quand on va à des événements ensemble et quand on est à l'arrivée. Puis oui, ça peut être tes amis, mais ça peut être les bénévoles qui vont t'encourager sur le parcours et à l'arrivée. Ça peut être le directeur de course qui vient te taper dans la main. Ça, c'est quelque chose. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a fait que j'ai continué parce que c'est venu beaucoup me nourrir personnellement, tu sais, au niveau de qu'est-ce qu'on est capable de donner puis de recevoir. C'est pas mal ça. Donc, c'est comme ça, je te dirais, c'était un petit peu comme des électrochocs
de voir des gens et de voir mes enfants et d'avoir envie de trouver que ça avait bon goût, on va dire, par rapport à une vie un peu assise dans mon sofa, là, comme je suis ce soir, c'est le fun, mais on va pas passer sa vie dans son sofa. Pas trop longtemps. Non, c'est ça. Voilà. Ben, c'est intéressant. On l'entend beaucoup, ça, la performance individuelle. Puis je pense que ce type d'épreuve-là plaît à un type de personne qui aime repousser les limites puis tenter plus long ou plus rapide. Mais tu sais, cette espèce de désir-là de toujours pousser individuellement ses performances en dépit du classement, on s'en fout. Tu sais, les gens aiment beaucoup se comparer à eux-mêmes puis de dire aujourd'hui, je vais aller m'amuser dans le bois. Puis l'année d'après, tu te dis, je vais me réinscrire dans la même course parce qu'elle était le fun, mais je vais essayer de le faire plus rapide. Le seul esprit de compétition, il y a entre toi et toi pour bien des athlètes, mais il y a tout le côté communautaire, le côté qu'on retrouve une famille dans le trail. Puis moi, j'ai senti aussi quand j'ai commencé à en faire que c'était pas un cercle fermé du tout. Faut pas que tu sois part of the gang pour commencer à vivre ça au travers d'une course. Tu arrives à une course, moi, mon premier QMT 25, je me suis pointé là complètement tout seul avec un camelback sur le dos puis des espadrilles de course à obstacles d'un pied. Puis je savais pas c'était quoi des gels. Puis je m'étais traîné une barre Cliff, puis j'avais 1,5 litre d'eau dans le dos. Puis ça a été ça pour mon premier 25 km. Mais personne se juge, se regarde. Je me rappelle, j'avais fait des courses sur route avant, puis tu es dans le mid-pack, tu es dans ton enclos, là, puis tu t'enlignes sur le lapin du 55 minutes sur un 10 km. Il n'y a personne ici qui est là pour être commandité puis pour gagner des prix. Puis le monde, ça se check un peu. J'avais eu ce feeling-là. Je ne dis pas que c'est généralisé à la course sur route, mais quand je suis arrivé en trail, habillé tout croche pour une course pour laquelle je n'étais clairement pas prêt parce que je faisais des 25 km sur route, puis là, je suis arrivé puis je suis allé me casser les dents sur un 25 km sur trail. J'ai senti cet aspect-là de famille dès la ligne d'arrivée, de l'équipe qui te tape dans la main, tu reçois un verre de bière, tu prends une bière, les bénévoles te jasent comme si tu étais leur ami. Tu sais, il y a vraiment cette ouverture-là. On dirait que la communauté a les bras grands ouverts, puis qui veut entrer, entre. That's it. Ouais. Moi, mon explication là-dessus, c'est que il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une course de trail, il y a tellement c'est sûr, la course sur route aussi, tu as des variations météo, mais les temps, que ce soit à cause du D+, que ce soit à cause de la météo, c'est beaucoup moins parlant. Donc, il y a cette espèce de détachement des gens, cette espèce d'autodérision, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens performants. Tu sais, je veux dire, on s'entend, il y a des gens extrêmement performants, puis ça se travaille, la technicité, je veux dire, c'est très exigeant aussi. Puis ce qui est drôle là-dedans, tu sais, c'est drôle. Moi, mon chandail, c'est club de course. Je suis coach d'un club de course. Je ne suis pas coach sur un club de trail. Il y a les deux à Sherbrooke, là. C'est avec la boutique Le Coureur, mais j'ai pas de... moi, j'apprécie vraiment les deux. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas sorti du bois. puis j'adore la course en sentier. Puis c'est comme ça que je suis repartie dans cet univers-là, tu sais. Mais rapide, je ne sais plus si c'est au bout d'1 an ou 2 ans, j'ai vu que ça allait plafonner si je n'améliorais pas ma technique. Et mon choix technique, ça a été de dire, je vais y retourner sur la route. Ou en tout cas, je me suis fait, tu sais, j'ai posé des questions, je me suis enfermée auprès des coachs et des entraîneurs, puis on m'a quand même dit, OK, là, il faut que tu apprennes à courir. Et c'est ça. Fait que, tu sais, tu apprends, tu travailles les intervalles, tu travailles toutes sortes de choses. Et honnêtement, moi, j'ai du plaisir à courir sur asphalte. Puis c'était drôle. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu fais des ultramarathons, mais tu n'as jamais fait de marathon. OK, j'ai fait un marathon. Mais j'ai trouvé ça très, 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 très instructif, un entraînement sur marathon. Je pense que, tu sais, comme tu disais, il y a différents types de coureurs. Moi, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas avoir du plaisir tout le temps quand on s'entraîne. Ou en tout cas, je l'accepte parce que oui, il y a des entraînements où des fois, on est fatigué, des fois c'est pas la bonne météo, c'est dur, ça nous repousse et tout, mais ça fait partie du jeu. Puis moi, je l'accepte ça. Je l'accepte complètement. Puis on a des coureurs extraordinaires ici, comme dans toutes les villes, là, mais tu les vois, puis tu vois ce qu'ils font, puis tu dis... C'est sûr qu'ils ne sont pas toujours du plaisir, mais c'est un peu le prix à payer. Puis la satisfaction après, c'est toujours
j'avais des amis qui me disaient, mais tu sais, quand tu es rendu, tu connais ça, Yannick, là, tu sais, quand on est à 2, 3 mois, 4 mois d'entraînement, puis là, ta grosse course s'en vient, mais tu es là, puis tu sais, ça force, c'est dur, là. Tu sais, des fois, tu ne sais pas, il est où le bout du tunnel, puis tu te demandes si ça marche, si ça ne marche pas. Quand tu sais qu'est-ce que ça va te procurer, c'est là que ta satisfaction. C'est quand tu arrives à te le représenter, mais des fois, on ne le sait pas. Des fois, on ne le sait pas. Puis, fondamentalement, je trouve que moi, c'est ça qui me permet de faire les entraînements que je fais. Là, je m'étais entraînée pour le Gaspésia il y a cette année, puis l'année d'avant. Mais c'est quand tu as quelques grosses images de qu'est-ce que ça peut t'apporter, que ça me maintient sur la ligne, là, ça me maintient sur le cap. Mais oui, c'est pas toujours facile, mais il y a des façons de trouver ça, il y a des façons de rendre ça agréable. C'est ça. C'est toujours la quête de savoir pourquoi on le fait. Puis j'ai l'impression que ça évolue dans le temps. On entend beaucoup ça, puis je sais pas. Même moi, je l'entends dans mon milieu professionnel ces temps-ci, tu sais, trouver son why, trouver sa raison de pourquoi, du comment, puis ça évolue avec le temps. Puis chaque jour, tu n'as pas la même raison. Des fois, quand ça va mal, tu penses à ton prochain événement, puis ça te motive. Des fois, ça marche pas. Il faut penser à autre chose, il faut se trouver d'autres raisons, mais effectivement, dans les gros blocs d'entraînement, des fois, c'est encore loin, tu sais. Puis, comme tu dis, il faut voir la lumière au bout du tunnel. Puis, je te relance quand tu disais que tu aimes aussi courir sur route parce que moi, plus récemment, je me suis doté d'un coach pour la première fois. Puis, je fais beaucoup de route parce que c'est une course plus roulante là où je m'en vais faire. Puis, c'est un coach, justement, beaucoup, beaucoup d'intervalles. Puis, je retrouve un plaisir que j'avais. Tu sais, j'ai beaucoup plus de plaisir en sentier, mais il y a quelque chose que je ne retrouve pas dans la course en sentier, c'est de voir des résultats aussi concrets rapidement. Tu sais, moi, je ne cours pas toujours au même endroit. Fait que je ne vais pas toujours monter la même côte, puis je n'essaie pas de battre mon propre temps dans une côte. Fait que moi, quand je pars en sentier, la switch est à off, la montre, le ciel, tout ça est à off. Fait que moi, quand je pars en sentier, je suis en zone 1, en zone plaisir, puis j'avance, puis je profite du paysage. Même si c'est un gros entraînement, c'est une longue journée. Mais là, ce que j'aime en ce moment, que je découvre, puis peut-être que je vais me tanner, mais à faire autant d'intervalles qu'Éric m'en fait faire, Éric DM, mon coach, je vois du concret et du résultat vraiment très rapidement. T'sais, après 4-5 semaines, je faisais un programme d'intervalle, il revient une deuxième fois, puis je me rends compte que je performe beaucoup plus. Puis là, pour la première fois, j'ai installé Strava, puis là, j'ai des entraînements avec des données un peu plus que moi qui s'en va remplir mon fichier Excel à la main selon la trace GPS que je me suis faite en ligne sur Google. T'sais, là, j'ai vraiment de la donnée, puis là, je prends tranquillement ce plaisir-là à analyser un peu de la donnée puis de voir du concret, ce que je n'avais jamais vu en 12 ans de course. Puis la route permet ça, je pense. Peut-être que ça le permet aussi en trail, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une irrégularité de plus qu'en sentier, que les variations sont plus grandes, alors que quand tu te rends compte que ta zone 1 ou ta zone 2 ou ta zone 3 ou ton intervalle à 4 minutes du kilo, tu le fais plus facilement qu'il y a 3 semaines. Tu fais, my God, là, c'est une métrique facile à comparer d'une fois à l'autre parce que c'est le même asphalte plat puis c'est la même tentative de vitesse. En tout cas, il y a quelque chose de... Je t'écoutais parler de ça puis ça me faisait penser à ce nouveau petit plaisir-là que je découvre avec la route plus récemment. Oui, je pense que on peut avoir un tunnel avec un bout de tunnel, mais où des fois, c'est comme un escalier avec des marches. Là. C'est un peu comme ça que je le vois. Là. On a tous besoin de voir que les choses évoluent, là, mais c'est pas toujours évident, la question du why. Là. Puis, c'est une discussion que j'avais eue il y a quelques temps avec Marie-Lou Butterfield, qui est comme la gérante au club de course, puis c'est aussi une amie. Puis j'étais vraiment en questionnement par rapport à... Je suis allée au Gaspésia Centre, le 160 l'année passée. Je me suis arrêtée à 140 km. Mes amis, les coureurs, ils en ont entendu parler pendant 6 mois. Ça m'avait énervé pas mal de m'arrêter. Et puis, je discutais avec Marie-Lou, qui, elle, c'est une coach d'expérience, c'est une athlète d'expérience, mais de route, vraiment plus à la base. Puis elle me disait, c'est drôle parce qu'elle me disait, quand tu étais dans ton entraînement, la course allait au mois de juin, puis elle me disait, je te voyais au mois de mai, puis elle me disait, on avait l'impression que ce n'était pas toi. On avait l'impression... Je comprenais qu'elle me disait que ça te pesait, ou même ma foulée avait changé. Tu sais, il y a un moment donné, c'est difficile de doser. Puis elle m'a dit, pose-toi la question de ton intention, de pourquoi tu veux
faire cette course. Puis tu vois, Yannick, honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse vraiment parce que je trouve que des fois, dans la vie, ou dans le travail, on toujours réponse, question, réponse. C'est quand même un sport. Je veux dire, il faut que ça nous fasse du bien. Puis honnêtement, j'ai arrêté de chercher la réponse. J'ai posé les questions à des gens, mais j'essaye, comme un peu je disais tantôt, des fois, il faut comme juste laisser la montagne nous parler ou s'écouter ou juste laisser aller les choses. Moi, fondamentalement, ce que je vis quand c'est des longues courses, quand c'est des ultras ou quand c'est des fast-packs, c'est cette part d'aventure incroyable, comme si t'es dans un film de cinéma ou comme si t'es dans une BD. Puis ça, c'est fantastique. C'est un rêve, là. Donc, c'est ça que je vais chercher. Après, est-ce que c'est le fait de s'entraîner puis de réaliser le Gaspésia 100 qui va m'apporter ça? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je ne sais pas. Je n'ai pas fini de réfléchir à ça. Mais des fois, faut arrêter. Je me dis, arrête de théoriser, puis laisse-toi aller un petit peu. Mais c'est sûr que ce que je vois, c'est qu'en m'entraînant en sentier sur de la longue distance, ça me permet d'aller découvrir des lieux et des endroits et d'atteindre des endroits qui sont incroyables. Mes amis du Québec, René, Mathieu, qui font des fast-packs en Gaspésie et tout, puis tu vois ils te racontent leur aventure, ils te montrent des photos, c'est incroyable. Puis moi, c'est ça qui m'allume, c'est de découvrir des endroits comme ça parce que c'est pour la beauté des lieux, parce que c'est un pays formidable ici, là. Puis c'est aussi l'aventure humaine que tu peux avoir avec là où les personnes avec qui tu fais ça. Puis ça, c'est une espèce de chimie qui est pas contrôlable. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est cette notion d'aventure que je trouve incroyable. Mathieu Fortin, là, je me souviens ce qu'il avait dit en arrivant du Gaspésia 100, là, à la fin, il avait terminé, puis il avait été interviewé par Radio-Can, puis il avait dit, je crois qu'il avait dit, mais le Gaspésia, là, ça, c'est la liberté. C'est vraiment, c'est une aventure gaspésienne, c'est la liberté, et c'est une très belle façon, je pense que c'est à l'avoir entendu comme ça que ça m'a donné envie de m'inscrire, là. C'est cette espèce d'inconnu puis d'aventure qui est en tout cas moi ce qui m'attire là-dedans. Bon, puis la définition s'arrête là. Puis après on cherche des moyens de réaliser ça. Réaliser son rêve, c'est pas une recette si simple que ça. C'est ça que je me dis là. Est-ce que c'est la raison de cette histoire-là avec Mathieu qui t'a poussé à te lancer sur le Gaspésia pour ton premier 100 mètres? Parce qu'on n'a pas parlé, mais tu as quand même progresser dans les distances. Tu sais, QMT, on t'en parlait tantôt, le 42, le 50, UTHC 42, UTHC 80, Gaspésia 25, QMT 80, UTHC 125 en 2019, 4e place d'ailleurs, félicitations. Merci. Puis 2020, bon, l'année COVID, tu as quand même fait l'UTHC 65. 2021, ouais. Tu as décidé de te lancer sur le Gaspésia pour ton premier 100 000, ce qui n'est pas un 100 miles est un 100 miles. Il n'y a pas de 160 km qui peut être facile, mais le Gaspésia est particulièrement connu comme étant extrêmement difficile, début de saison. Ouais. Est-ce que c'est l'histoire de Mathieu ou est-ce que c'est ce lien-là avec la Gaspésie qui t'a motivé à choisir cette course-là pour te lancer dans le 100 miles? Moi, je fonctionne beaucoup avec des modèles ou des personnes qui m'inspirent. Peut-être qu'on est nombreux comme ça, hein. Rien inventé, mais ça prend des gens, des icônes qui te parlent un peu. Puis, c'est sûr que j'ai eu la chance en 2019 là, d'aller en Gaspésie. Puis, j'y étais avec Amélie la gazelle, qui on a fait le transpercé quelque chose là. Et puis j'ai un peu connu la gang des Q de Québec et là j'ai découvert quelque chose. Là j'ai découvert une autre dimension de la course en sentier.
avec Thomas Duhamel, avec c'est ce qui est fascinant, je trouve, dans la vie, là, moi, je dirais qu'une des choses, ce qui me fait peur dans la vie, c'est de m'ennuyer. Je veux pas être une vieille mémé assise dans un sofa. Puis, je pense qu'on est capable d'avoir du fun jusqu'à 90 ans au moins. Mais pour avoir du fun, peut-être qu'il y a des gens qui ont des trajectoires plus linéaires, mais moi, j'aime ça découvrir des choses nouvelles. Puis, j'aime ça me retrouver des fois dans des environnements sportifs ou pas différents. J'ai essayé aussi le triathlon, j'ai essayé des trucs. Puis, tu sais, des fois, ça marche pas, mais il faut oser s'exposer. Tu sais, à un moment donné, il faut se commettre. Puis, j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là. Puis, c'est comme, tu sais, c'est un choc, j'allais dire culturel, parce que c'est complètement un autre monde. Moi, j'arrivais de là. Oui, j'avais fait progresser mon entraînement 40, 60, 80 kilomètres. Je trouvais ça intéressant. Parce que c'est un petit peu, on va dire, la mode de l'ultra et tout. Donc, j'ai juste suivi la vague. Mais là, quand j'ai rencontré Dominique, Thomas, quand j'ai vu la préparation alimentaire, quand j'ai vu l'espèce de... On a beaucoup ri avec ça, parce qu'on disait, Mathieu, il y avait des éclairs de glucose qui sortaient de ses yeux, parce qu'il tournait beaucoup au sirop d'érable. Tu sais. Tu repousses les limites, tu vas découvrir des choses auxquelles j'avais jamais eu accès. Puis là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose que tu connais pas, puis là, tu vas aller découvrir quelque chose de nouveau. Fait qu'à un moment donné, tu essayes ça. Puis après, ça prend soi-même de se commettre. Puis ça prend des gens qui vont te tendre la main puis qui vont te faire confiance. Parce que en 2019, ces amis-là, René Morissette, Mathieu Fortin, ils ont relié Québec à Saint-Siméon, à la course, SFR 300 km en 6 jours. Et puis, ils cherchaient des paisseurs, puis un coup pour suivre ça. Alors, à un moment donné, ça a fait que je leur ai dit, tiens, moi, j'aimerais ça faire un bout. Puis, ils ont accepté de me faire confiance. Puis, avec mon amie Isabelle Bernier, qui est venue aussi à Pas sorti du bois, on les a accompagnés sur leur 4e ou 5e jour, je me souviens plus très bien. Et tu sais, ça prend qu'il y ait aussi quelqu'un qui accepte de te faire confiance pour que tu progresses dans un nouvel environnement parce que tu connais rien. Fait que tu sais, tantôt, tu parlais comment toi, tu es structuré quand tu prépares une course. Mais quand tu prépares un fast-pack, c'est la même chose. Fait que je me souviens d'avoir discuté avec René au téléphone, puis on s'est échangé des courriels. Voilà, attention, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Eux, c'est comme ça qu'ils étaient organisés. Il y avait une part d'organisation, puis il y avait une part d'inconnu. Mais tu t'embarques pas là-dedans, tu t'embarques pas à accompagner des gens si tu n'es pas sûr d'être capable de suivre leur cadence. Fait qu'il y avait un espèce de compromis, on se donne toutes les chances pour que ça se passe bien, mais après, on va se faire confiance, puis on va faire confiance que on va s'adapter. Alors, je te dirais que c'est beaucoup ça qui a quand même mis la table à passer les étapes je passe de 80 à 120 à 160, puis là, tu te commets, puis effectivement, 2019, je me suis inscrite au 160 en me disant, oui, c'est intéressant ce qu'ils font ces gars-là. Puis, ouais, il n'y a pas beaucoup de filles qui l'ont réussi. Fait que moi, je trouve ça le fun aussi c'est pas un drapeau militant, mais tu sais, j'aime ça que les filles soient performantes, puis on y va go. Puis, oui, j'aime ça être un peu porte-drapeau de ça. Le Gaspésien dont tu parles, j'ai l'impression que tout le monde était en Gaspésie pour le Gaspésien en 2019. Oui. Puis c'était la première année que des femmes avaient terminé le 100 000, puis 3 d'une shot. Il n'y avait jamais eu de femme qui avait complété. Puis la première femme dont j'oublie le nom, anglophone, il y a elle qui a remporté. Elle est du Nouveau-Brunswick. Ah oui, c'est ça. J'oublie son nom, je vais le trouver. Puis après ça, sur le podium avec elle, Anne Bouchard, Hélène Dumais. Hélène Dumais, c'était fantastique. Fait que moi, j'ai vu ça. C'est sûr que ça fait rêver. Ça inspire. Ça fait vraiment rêver. C'est ça. Donc, mais je te dirais qu'en 2020, ce qui a été drôle, puis ça a été un peu l'espèce de truc amusant de la pandémie, hein, c'est que moi, je n'ai pas pu faire le Gaspésia 100, mais on s'est cherché plein de défis comme tout le monde. Là, et j'avais organisé un 100 miles ici à Sherbrooke. Et on a fait ça avec une gang d'amis qui ont fait mon coup, qui ont fait mes pacers.
Et on a eu un fun noir. Puis c'est évidemment pas officiel, mais je l'avais complété le 163 km à Orford, là. Fait que j'étais vraiment, ça a été une belle réalisation et personnelle et ça a beaucoup cimenté, je te dirais. On a initié à Sherbrooke avec quelques amis quelque chose qui est comme les Q de Sherbrooke, là, ce qu'on a appelé course et café matinal. Et on a vécu des belles aventures comme ça, à faire les défis les uns des autres. J'ai un autre ami deux amis qui voulaient faire un 160 sur le Mont Bellevue, à Sherbrooke. Il y a une petite montagne qui est le Mont Bellevue, c'est pas gros, là, mais je ne sais plus combien de tours il a fait, Sylvain, Gélina. Mais tu vois, un 100 miles à cet endroit-là. Fait que ça a été comme quoi on est capable d'être créatif, là. Mais, Sylvain Gélina, c'est un bon coureur. J'ai l'impression avec qui s'inspirer, puis courir, puis prendre en fait, se nourrir de l'expérience de ce gars-là, parce que c'est un coureur qu'on n'entend pas beaucoup parler quand on ne regarde pas trop les classements, mais tu regardes ce gars-là, puis tout ce qu'il fait, il le fait avec brio, puis c'est un gars qui a fait des podiums à Bromont, à Aricana, mais sur du très long, il est extrêmement impressionnant. J'ai vu que cette semaine, fin décembre, il a atteint le 160 000 mètres de dénivelé positif pour son année, un 100 miles vertical. Mais c'est tout qu'un coureur. Puis je suppose que de ça aussi, en partant les Cute Sherbrooke, donc le 3e chapitre des coureurs utilitaires transpirant l'espresso après Montréal et Québec, il y a une petite communauté qui se crée nécessairement autour de ça. Ton 100 miles que tu as fait maison autour de Sherbrooke, comment tu avais choisi le parcours de ça? C'était comme l'idée, c'était de faire. Je te dirais que c'est drôle parce que ça s'est décidé quand même assez vite. Je crois que est-ce que c'était au mois de mai, Sébastien Roulier, qui est un ultramarathonien puis champion international, là, lui avait comme décidé de faire des trajets en cœur. Mm-hmm. Et puis, j'avais participé à ça. Ça m'a quand même... C'est le fun parce que ce qui est beau, je fais une aparté, mais si on disait la beauté de la communauté de trail, de course en général, mais de trail, Sébastien, c'est un coureur de beaucoup de choses, là. Il court en plus avec un niveau très, très performant. Mais tu sais, il y a une grande générosité souvent à partager des choses. Fait que c'est sûr que d'avoir accompagné Sébastien, ça m'a aidé à voir comment ça se planifie. Ça m'a aidé à voir comment c'était compliqué. Je me souviens plus de son circuit, mais lui, c'était pas des boucles, hein, mais c'était un circuit en estrie. Moi, je me suis dit, OK, là, tu veux faire quelque chose. Quand même, c'est nouveau pour toi, un 100 miles. Fait j'ai pas mis énormément de temps à le planifier. Tu sais, j'ai pas mis 6 mois, là, je sais plus, un mois et demi. Mais je me suis dit, fais un compromis entre, là, tu pitches dans l'inconnu au niveau de la distance, mais au moins, va dans des territoires que tu connais. Fait que j'ai comme défini des boucles dans le parc La CEPAC. Puis c'est des boucles sur lesquelles je me suis pratiquée pour être capable et d'être autonome et d'avoir un crew qui fonctionne et que ça soit pas trop compliqué. Donc, ça a été comme ça que ça s'est fait. Puis c'est drôle parce que je ne l'ai pas refait, mais en tout cas, c'est des parcours Montchauve, Sentier des Crêtes. Il n'y avait pas les Sentiers de l'Estrie, mais tu sais, c'est un petit peu les parcours qu'on connaît. C'était assez facile à organiser. Puis pour tous les gens de se retrouver, c'est ce qui fait aussi que ça a été un parcours. C'était un parcours mixte aussi, une partie route, une partie trail pour pouvoir faire un petit peu la traversée complète du parc. C'était, tu sais, l'espèce de compromis quand on disait folle mesure, des mesures, il y a la partie contrôle, non-contrôle. C'était planifié pour que ça se passe bien. Parce que c'est ça, je voulais pas que ça se passe mal. Je suis mère de 2 jeunes. Là. En tout cas, j'ai quand même toujours un peu une obsession de la sécurité puis des choses qui se passent bien. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont très flyés. Moi, j'estime que je suis quand même... Il y a des zones où je ne vais pas, là. Donc, c'était un petit peu ça l'idée de le planifier, c'est que ça soit gérable avec un camp de base qui était à la CEPAC, ma voiture où il y avait toutes les choses dedans, puis un crew que je voulais que les gens aient du fun, qu'ils ne soient pas à m'attendre au milieu de nulle part, là. C'est un petit peu ça, là. L'avantage de créer ses propres défis, c'est qu'on peut contrôler les paramètres, puis comme tu dis, pas nécessairement se mettre dans des situations hostiles ou de danger.
Exactement. Puis est-ce que Exactement. ce premier 100 miles-là que tu as fait homemade, est-ce que tu as fait des apprentissages que tu as appliqués à ton entraînement ou à ta préparation pour le Gaspésia en 2021? C'est sûr que j'ai oublié le nom du livre là, mais c'est un des livres que tu avais présenté. J'avais suivi un programme, tu sais, la préparation est en amont. Ce qui reste un gros défi, je trouve, pour moi, à chaque fois, c'est l'alimentation. Okay. C'est vraiment difficile. Après, c'est sûr qu'à le vivre, traverser la nuit notamment, c'est quelque chose. Fait que c'est d'être capable de voir l'évolution de l'énergie pendant la journée. C'est sûr que tu fais beaucoup d'apprentissage. Puis, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est des étapes par lesquelles on passe quand on court sur ces distances-là. Ce qui est difficile sur le Gaspésia, c'est le cut-off. Parce qu'il est à 30 heures, puis c'est un choix. Je pense qu'il avait expliqué à ton podcast, oui. Jeff Tapp. C'est un choix éditorial, puis c'est tout à fait correct. Mais c'est vrai que c'est challengeant. Puis moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis rendue le Gaspésia 160, c'était un aller-retour aller. Quand je suis partie sur le troisième trajet, là, je voyais que j'étais serrée, Fait que, tu sais, je voyais que j'étais pas au niveau. Puis ça, c'est ça se travaille. Fait que c'est sûr que j'avais quand même, quand j'avais planifié mon feu de 100, je m'étais mis un objectif horaire, mais les conditions étaient quand même beaucoup plus faciles que la Gaspésie. Avec le dénivelé, c'est une chose, mais beaucoup la boue, là. Fait que on vient rencontrer ces démons quand on fait des... Je sais pas si c'est des démons, mais on vient se confronter à des choses. Puis, je sais que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir, quand on parlait de Sylvain Gélina tantôt, là, Sylvain, là, c'est ça, il a complété son 160 000 mètres de D+. Il faut en faire du D+, quand tu fais une course. Fait qu'il faut te mettre dans ces conditions-là. C'est sûr que bon, ben, tu ne fais pas un 100 miles tout le temps pour te préparer un 100 miles, mais bon, je le sais qu'il faut que j'augmente le D+. Mais après, c'est ça, la boue, c'est quelque chose. Hein. C'est la boue, la neige, ou ça peut être... Chacun vient frotter un petit peu ses démons. Alors après, bon, c'est ça, faut faire le juste intermédiaire entre jusqu'où on vient confronter ces démons, puis jusqu'où on se dit, OK, là, je vais me faire un peu plaisir. Tu sais, c'est pas interdit des fois d'avoir juste du fun sur des courses. Moi, tu sais, tu rappelais l'année passée, j'avais été blessée l'année passée, non? Ben, en tout cas, peu importe, mais je dis, OK, va sur le 65 parce que c'est plus raisonnable. Et j'ai eu un plaisir infini au THC 65 parce que c'est très beau, c'est très... c'est ça, c'est pas 24 heures, là, c'est 8 heures, puis c'est 8 heures de plaisir, là où tu gambades dans les sentiers, c'est fantastique. C'est des itinéraires fantastiques, c'est une course qui est fantastique. Alors, il faut aussi se faire plaisir. Là, je trouve que des fois, c'est ça le compromis à faire. Là. Ben oui. Parce que l'ultra, c'est quand même très exigeant. Là. Ben oui. Puis moi, je le retrouve un peu dans les courses préparatoires. Tu sais, moi, j'aime, tant qu'à faire un week-end choc seul de mon bord, j'aime m'inscrire à des courses en préparation d'une plus longue, d'une plus grande. Puis je retrouve vraiment, tu sais, j'ai du plaisir dans toutes les courses que je fais, mais je retrouve vraiment un grand plaisir à justement aller faire ces courses-là préparatoires en mode plaisir. Tu sais. Oui, c'est une préparation, oui, c'est un week-end choc, mais aucun objectif. Puis de toute façon, c'est pas la course A de la saison. C'est pas l'objectif. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir que du plaisir, puis ça reste souvent que du plaisir. Puis ça aussi, c'est un apprentissage qu'on fait, parce qu'en 2019 aussi, je m'étais mis des courses préparatoires en vue d'autres. Là, j'arrivais à la ligne de départ. Puis là, non, c'est une course. Là, je me mettais une pression soudainement rendue à 30 secondes de l'arrivée. Puis là, je voulais partir un peu vite. Alors que 2021, je pense que j'ai réussi à faire ces courses préparatoires-là dans le plaisir, dont Arikana, comme tu parlais, mais c'est important d'avoir du plaisir dans le processus. Puis oui, ça va être dur en ultra, mais il y a tellement, tellement d'heures d'entraînement derrière le jour J, les quelques courses, les quelques dossards qu'on accroche, qu'il faut avoir du plaisir au quotidien. Je le répète souvent, mais on s'entraîne 4, 5, 6, 7 jours semaine pour quoi?
des fois 3 courses dans l'année, 4, 5, 6, 7, ceux qui sont plus intenses. Mais c'est très peu 7 courses dans une saison quand il y a 365 jours. Fait que les autres journées, aussi bien avoir du plaisir. Puis oui, des fois, on va aller souffrir en faisant des intervalles, mais on souffre pour une raison, puis on le sait que ça va payer pour avoir encore plus de plaisir plus tard, tu sais, mais il faut retrouver du plaisir dans le quotidien. Puis comme tu dis, oui, il faut se challenger dans des conditions. On n'aime pas courir la nuit, il faut y aller le faire. J'entendais Joanie Desroches me dire qu'après son Arikana 125, cette année, elle va aller courir de nuit plus, se préparer. Il faut affronter ses démons, mais si tu aimes ça, faire de la montée puis de la descente, ou si tu aimes ça, faire du plat rapide, ou si tu aimes ça, courir sur des sentiers roulants en gravelle, garde-toi. Il faut prendre du plaisir, il faut se donner une raison de le faire. Si tu as 2 longues à faire dans ton week-end, puis tu sais que tu en as une qu'il faut que tu ailles faire en montagne parce qu'il faut que tu te mettes du D+ dans les jambes, mais tu aimes moins ça, le lendemain, prépare-toi quelque chose que tu aimes. Va faire l'entraînement dans ton sentier préféré ou l'entraînement dans ton type de sol ou de technicité ou de dénivelé que tu préfères. Il faut s'amuser. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que là, c'est comme une espèce d'alternance, tu sais, de se dire, il y a on va dire l'effort, puis la récompense ou le bonbon, là. Puis, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappée il y a quelques années, justement, en courant à côté de Sébastien Roulier. Je me souviens qu'il faisait un 200 km, je crois, sur une courte durée de temps, là, puis rendu à un certain point, là, il y avait beaucoup de fatigue accumulée, puis je le voyais, on était une dizaine autour de lui, tu sais, puis tu voyais que l'énergie disparaissait. Tu voyais que l'énergie disparaissait, puis il avait de la difficulté à avancer. Puis ça montait, faux plat, etc., etc. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mécanisme à un moment où est-ce que là, la personne est capable d'inverser cette situation-là. Fait qu'il y a un mécanisme mental qui fait que ça va pas bien, mais je suis capable d'inverser la tendance. Je suis capable. Et là, il s'est mis à courir. Puis là, il se met à courir à 5,30 du kilo. Là, alors que le gars, il a couru 170 km et puis il est en train de marcher, puis c'est top. Je te dirais que voir ça, tu sais, quand je disais au début, Hélène Dumais, Infinitus et tout, c'est comme des espèces des révélations de mots un peu forts, mais tu sais, des fois, c'est voir quelque chose pour comprendre que c'est possible, pour pouvoir soi-même l'intégrer après. J'ai beaucoup appris de Sébastien Roulier en voyant faire ça parce que ça te fait dire c'est possible d'inverser la vapeur. Fait que des fois, je trouve que oui, des fois, on a de la douleur ou c'est difficile, mais c'est pas que tu vas avoir un bonbon le lendemain, c'est que dans cette difficulté-là, tu es capable mentalement d'arriver à inverser la situation. Fait que ça c'est je trouve que c'est ça que moi, je viens chercher aussi parce que ça arrive dans une course, mais ça arrive dans la vie, tu sais. Tu es dans le creux de vague, là, ça va mal, là. Ça va mal. Mais il faut que tu arrives à dire non. À partir de maintenant, moi, j'ai décidé que ça va aller bien. Alors, c'est ça qui va se passer. Puis, la puissance de ton mental fait que tu vas être capable de relancer la machine. Puis, ça, je trouve que moi, je remercie les gens, que ce soit Sébastien, Sylvain, que j'ai vu aussi vivre des choses comme ça, là. Tu sais, ça peut être de combattre la fatigue, la chaleur, etc. Mais ça s'apprend, ça s'expérimente soi-même. Il n'y a pas vraiment de recette. Mais je trouve qu'après, c'est ce qui, moi, va pouvoir m'aider aussi dans ma vie à passer des épreuves parce qu'on en traverse tous. Puis des fois, tu sais, des fois, ça va particulièrement bien. Je viens de voir une amie là, super sportive, mais tu sais, en ce moment, ça va moins bien. Il y a une blessure qui est ressortie, puis ça s'en va pas. Puis 6 mois, 1 an, puis ça s'en va pas. Ça, c'est une autre chose qui est importante, je trouve, dans notre communauté. Là, tu sais, ça apprend l'humilité. Là. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu vas bien, puis ben oui, mais ça peut aller moins. Fait que reste humble, puis soutiens les gens pour qui ça va moins bien. Puis quand ça va moins bien, mais comment est-ce que tu fais que toi, si tu as un ballon qui est en train de se dégonfler, comment tu arrives à regonfler ton ballon plutôt que complètement t'écraser comme ça? Fait que ça, c'est des trucs que moi, c'est ce que j'aime dans notre communauté, c'est que
on traverse des choses comme ça, puis on est capable de se les partager. Et je trouve que c'est ça qui rend la vie, on va dire, supportable, puis plus gai aussi, là. Quand on arrive à prendre les choses avec humour aussi, là, parce que c'est ça. Tout ne peut pas être drôle, mais on peut rire de beaucoup de choses. Mais voilà. Puis souvent, les meilleurs fous rires sont toujours dans les situations les moins drôles ou dans les grandes douleurs ou dans les grands moments de difficulté ou dans un ultra ou comme dans la vie. Tu sais, j'en reviens souvent au parallèle, tu sais, quand tu es dans le creux, puis tu as un fou rire, il y a quelque chose qui se passe après 20 heures de course entre toi et ton pacer ou entre toi et un autre coureur. Absolument. Tout le monde est dans le dur, mais il y a une situation drôle ou pas drôle, hein, on ne juge pas, mais ça crée le plus grand fou rire. Le parallèle entre l'ultra et la vie, on l'entend souvent, tu sais, puis la force du mental. Puis j'aime l'image que tu donnes. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une espèce de gros poteau d'usine, là, d'une machine à vapeur. Là, puis là, à un moment donné, il faut que tu prennes le pommeau, là, puis tu tires là, toutes tes forces vers toi, puis tu changes la vapeur de côté ou tu changes le sens, la direction que l'eau coule dans le tuyau, peu importe. Mais il y a une image forte là-dedans. Puis c'est des choses qu'on peut entendre, c'est des choses qu'on peut lire, mais comme tu l'as vu, de tes yeux vus, tu l'as constaté d'un grand athlète comme Sébastien Roulier, puis ça doit marquer. En tout cas, je sens que ça t'a marqué dans ton parcours. Y a-tu des moments, toi, en course, où tu as eu à le faire, cette espèce de changement de vapeur-là, de changement de direction? Ah, c'est sûr. Oui. Ouais. Oui. Je te dirais, cette année, sur Arikana 125, c'était pas facile. C'était pas facile. Ça allait quand même super bien jusqu'à mi-course. Puis, mais je trouvais que c'était pas évident, là. C'était quand même, c'était difficile de repartir des Hautes-Gorges qui étaient à mi-parcours, là. Et puis, je sais plus, je pense que j'ai croisé un ami, François Leclerc, qui était à Québec, là, c'est ça, le monde est petit. Et puis, c'était au Jet Bleu, c'est ça, il était au Jet Bleu. Puis c'était drôle parce qu'il était déguisé un peu Halloween, tu sais, avec un squelette. Et tu sais, des fois, puis il m'a dit 2-3 petits mots. Puis je pense que c'est ces petits mots-là qu'il m'a dit. Puis, tu sais, à un moment donné, il me dit comment ça va? Je dis, pas trop. Puis je courais avec un autre ami, Martin, puis je lui dis, écoute, je vais y aller tranquillement, là, je gère mon énergie, tu sais, puis puis écoute, je peux pas te dire, Yannick, qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, l'énergie est repartie, mais je me suis comme accrochée à, il m'a fait rire, François, avec son déguisement, ça a été le fun de le voir. OK, je sais que cette section-là est particulière, mais OK, j'ai nommé que j'allais aller tranquillement, pas tranquillement, mais juste écouter, pas contrer. C'est pour ça que quand je disais aller avec la montagne, être dans la montagne, à un moment donné, faut comme, c'est sûr, il faut se pousser, mais faut être capable d'être vraiment connecté, puis c'est ça. Ça peut être ça, ça peut être des fois de se parler vraiment, là, parce qu'à un moment donné, il faut, tu sais, on le voit des fois, ton estomac est concentré sur la douleur. C'était une douleur, là, ou un mal de ventre ou quoi, ben, ton esprit va être focusé là-dessus, fait qu'il faut arriver à détourner, c'est pas une référence culturelle très, très élevée, là, mais est-ce que c'est dans Le Seigneur des Anneaux? Tu sais, à un moment donné, il y a, je sais plus, il y a une histoire, puis on voit, il y a l'œil de Sauron, puis là, il y a le personnage principal qui dit non, il faut que tu arrives à faire que son œil se détourne de là, puis nous, on va pouvoir passer. Mais tu sais, c'est ça. C'est un peu ça l'image, c'est comme, il faut absolument que tu arrives à détourner ton attention de ton problème, et tu vas aller par là, mais il faut vraiment que tu shiftes ça. Écoute, je ne serais pas capable de dire les mécanismes, mais oui, c'est arrivé sur Arikana, puis ça, kilomètre 70, puis là, la machine est repartie, puis une fois qu'elle est repartie, puis après, tu prends un fouet, puis tu es là, go! Avance maintenant, avance! C'est une chose que tu as à faire. Mais c'est la puissance, ça prend le physique, il faut que tu aies fait l'entraînement et tout ça, c'est sûr, mais la puissance mentale, c'est fantastique, là. Mais il faut les trouver, ces petits trucs-là. C'est le fun. Quand on parlait d'expérience de coffre à outils un peu plus tôt en début d'entrevue, c'est ça, tu sais. Chacun a ses propres outils. Toi, tu as appris de ces différents moments-là. Tu t'es inspiré de d'autres athlètes. Tu as essayé d'appliquer ces apprentissages-là à toi-même. Puis à un moment donné, on finit par connaître ces petits
ces petits moments, tu sais, quand ça va toujours aller mal. Tu sais. Si tu commences un ultra, tu le sais qu'il y a un moment où ça va être un petit peu plus dur. Tu sais. Tu vas être dans le creux. Des fois, tu es dans le creux très profond, des fois non. Mais à force d'en faire, à force de te mettre dans ces situations-là, parfois à l'entraînement, que ce soit de répéter une boucle sans arrêt. Tu sais. On ne va pas faire un 100 miles à chaque fois qu'on se prépare pour un 100 miles, mais il y a des longs entraînements. Ben, si tu essaies de te créer une espèce de brisure mentale en te disant, au lieu d'aller faire un 30 km bucolique avec des magnifiques points de vue, je vais faire 10 fois une boucle de 3 km dans un sentier plate. Mais tu vas t'auto-créer un moment où tu vas douter, où tu n'auras pas de fun. Puis c'est là que mets en application ce que tu apprends. Tu as entendu dans un podcast qu'il paraît que sourire, ça aide. Souris tout seul comme un idiot dans le sentier. Mais... Moi, je pense souvent à ce que je mange. Je pense que c'est Mathieu Fortin qui m'avait dit un jour, si tu commences à penser trop, ça commence à aller, c'est parce que tu as faim ou que tu reprennes de l'énergie, fait que mange. Ça m'a fait beaucoup rire. Puis ben, en tout cas, ce que je fais, c'est je mange pas, mais tu sais, je suis là, puis je pense à ce que je vais manger à mon prochain ravito. Je suis là, je vais aller manger cette affaire-là, ça va être le fun, ça va être super bon. Tu sais, tu beurres un peu épais, là, parce que si on s'entend, mettons, oui, c'est sûr, la barre ou la soupe elle va être bonne, mais tu sais, tu te fais, oui, ça va goûter ça. Fait que tu sais, tu fais vraiment un beau mirage, c'est ça. Ou tu penses à toute la fin de ta course avec l'excellente bière. Et je me souviens, je l'ai collé la bière à la fin du THC, c'était quelque chose. Mais ça prend des trucs, puis là, je vais manger un fantastique burger. Fait que, tu sais, il faut trouver effectivement faut se faire une belle représentation, là. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est capable, tu sais, c'est une espèce de, je sais pas comment dire, une vie magnifiée, là. C'est comme vraiment, ça nous fait vraiment sortir de notre... Puis ce qui est drôle, c'est que c'est sûr que maintenant, un ultra... C'est beaucoup d'heures de préparation. Souvent, on va partir. Tu sais, là, toi, tu vas aller en Arizona. C'est sûr que ça peut être des choses loin et longues, et etc. Mais le fun qu'on a avec l'équipe de Sherbrooke, c'est qu'on se crée des événements. Puis je te dirais que même des fois, c'est la semaine, c'est 1 heure la semaine. Puis on a un fun noir, là, où on s'organise une fin de semaine. On s'est fait un défi au Mont-Ham. Du lever au coucher du soleil. On a dit on court, puis on va du lever au coucher du soleil. Fait que il fallait voir le lever du soleil, puis il fallait voir le coucher. Puis c'est des choses qui font que même dans ton quotidien, tu peux pimenter ton quotidien pour qu'il soit juste drôle, là. Fait que ça, c'est le fun parce que je trouve que des fois, c'est ça dont on a besoin. Tu sais, la vie est ce qu'elle est, mais dans ta semaine, hey, tu vas aller voir des amis, tu vas prendre un café, tu vas jaser 15 minutes, tu vas rigoler avec des jokes plates. Puis, pouf, ça fait ton bonheur. Fait que, des fois, il ne faut pas non plus vouloir toujours faire des grandes choses compliquées, puis dispendieuses, puis ci, puis mi. Il y a des choses qui sont très, très accessibles, puis c'est la beauté du monde de la course à pied. Puis je pense que moi, mes parents, quand j'avais 5-6 ans, là, ils m'emmenaient à la forêt à côté de chez nous. Puis c'est ça qui m'a donné le goût aussi d'être en forêt. C'est qu'on a besoin de cette connexion-là, là, quand tu vis au milieu des blocs de béton. Là. Puis ça peut être ça, c'est de chercher la chose qui va te faire du bien presque à tous les jours. Là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une belle journée? Là? Tu sais, c'est des fois ce qu'on dit aux enfants. Là, on leur dit c'était quoi ta bonne action, ta bonne nouvelle aujourd'hui? OK, c'est ça, mais moi, je fais souvent ça, tu sais, pour que toujours s'assurer que tu t'endors, puis tu es bien là, tu te réveilles le lendemain matin, puis tu es de bonne humeur. C'est ça. Mais tu sais, on entend, c'était une journée à oublier. Tu sais, on entend ça dans le quotidien, mais non, tu sais. Même si c'est une mauvaise journée au travail. Une mauvaise journée au travail, tu finis à 5h, 6h, 7h, tu te dis, OK, ça, c'est une journée à oublier. Qu'est-ce que je peux faire ce soir pour renverser la vapeur? Ramenons ton image, ton expression, mais est-ce que c'est de se gâter? Tu es supposé faire une sortie de route, intervalle, peu importe. Tu dis, hey, ma journée a tellement été de la merde là, que je vais me gâter, puis je vais aller faire X route, X sentier que j'aime. Et ça vient juste de renverser ta vapeur. Puis comme tu dis, pas obligé d'être des grandes choses, pas obligé d'être de grands accomplissements puis de grands événements. Juste qu'est-ce qui va te faire plaisir, qu'est-ce qui va renverser la vapeur, puis qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui a une valeur quelconque. Mais tu sais, c'est un peu comme, je vais dire, le yin et le yang. Là, tu sais, c'est comme moi, j'ai toujours été fascinée à mon premier boss ici, là, au Québec. Là. Tu sais,
quand tu as ton entreprise, tu n'as pas le choix que d'avoir de l'énergie parce que c'est toi le locomotive. Puis, puis je me souviens, Robert, là, il sortait d'une réunion de merde, là. Et puis, il sortait, puis il me dit, ah, il y a ça qui a bien été. Ben, le verre à moitié Comment plein. tu fais? Mais c'est ça, c'est fou, c'est d'arriver toujours à voir la chose qui est positive, puis mettre ton attention là-dessus. Puis c'est ça qui fait que tu vas aller chercher l'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine, il y a des choses factuelles, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent du domaine de la perception. Alors c'était une grande leçon de vie aussi, je te dirais. Moi, je sortais de ces rencontres-là, je me dis ça n'a aucun sens. Fait que, je pense qu'on est capable de faire la même chose. Même dans une course où, c'est quoi le bilan de ta course? Tu as fini à quelle place? Tu t'es senti comment? Non, tu es toujours capable. Puis c'est ça, moi, Arikana, honnêtement, oui, c'est fantastique, mais il y a peut-être trois moments fantastiques sur UTHC 125 que j'ai vécu, tu sais, le lac à l'Empêche, le matin, le lever du soleil sur la montagne Noire. C'est des moments, les étoiles au-dessus des hautes-gorges, puis ça va au-delà, puis c'est à ça que je vais m'accrocher quand je suis là pour aller à l'autre d'après, puis que je vais m'accrocher pour aller faire d'autres choses. Fait que c'est pas rien de plus que ça. Mais ton histoire avec ton boss qui voyait toujours le verre à moitié plein, ça me rappelle, à un moment donné, je faisais Ultra Trail Academy, qui est une course dans la région de Portneuf, je pense, j'ai un blanc de mémoire, c'est où précisément? Portneuf, puis c'était des conditions, écoute, c'était le bouetteux, là, Gaspésia style, tu sais, la grosse boîte, puis c'est des sentiers extrêmement techniques, boiteux, mais il n'y a pas de point de vue tant que ça. Fait que tu es dans le creux de la forêt, puis on est une gang, à un moment donné, on monte, il y a une espèce d'aller-retour. Fait que tu croises des gens en plus, puis là, tu montes dans la boîte, puis tu patines, tu as de la boîte jusqu'au genou, puis ça avance pas. Puis tu sens que tout le monde est comme dans un mood. On t'a mis parcours, je sais pas, 25 kilos sur un 47. Puis tu sens que le mood général est pas bon. On est 4-5, puis ça grogne. Puis il y a un gars qui dit, on est en train de rentabiliser notre journée. Là, on rentabilise notre journée, de quoi tu parles? Il dit, ça nous revient moins cher la minute. On va arrêter plus de minutes, plus d'heures sur le parcours. Ça nous revient moins cher. C'est comme, voilà, il a mis le doigt sur quelque chose. Ce 47 km, peu importe, tu dis, si je fais 7 heures, je vais être content. Tu le fais en 8 heures, écoute, ton coût par minute, ton coût d'inscription a été le même, mais tu as été plus longtemps sur le parcours, tu as profité plus longtemps du parcours. Moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique façon de tourner une mauvaise journée ou juste un mauvais moment qu'on grognait tout parce que c'était boiteux, mais on avait du fun pareil. Mais là, tout le monde est dans le creux, puis ce gars-là dit, on rentabilise notre journée. J'ai adoré ça. Ah, c'est bon. J'avais jamais vu ça comme ça. Intéressant. Ouais. Tu parles de tes 3 moments dans Arikana, des souvenirs. J'ai pas envie qu'on tourne le fer dans la plaie de ton Gaspésia, mais sortons le positif à travers cette course-là. C'est quoi tes moments de cette course-là, ces moments-là que quand tu te fermes les yeux, tu penses au Gaspésia, ça te rappelle des bons souvenirs en dépit du résultat? J'ai... C'est le fun parce qu'on part sur la plage. Là, c'est souvent l'image qu'on voit. Puis, j'étais très contente parce qu'on est passé à marée basse. Moi, je déteste les roches, ce qui est comme quelque chose pour quelqu'un qui court en sentier, mais j'ai peur sur là, j'ai été tellement contente que les roches soient sèches. Fait que c'était honnêtement la lumière le long de cette plage, le bruit des vagues, tu sais, c'est fantastique. C'est vraiment cool. Et puis, il y a eu un autre moment où est-ce qu'on traverse la forêt d'émeraude. Voyons, comment ça s'appelle? La rivière aux émeraudes? La rivière aux émeraudes, ouais. C'est ça. Et il y avait un clair de lune. Je me souviens que c'était très argileux, le sol, c'était gris. Et c'était une lumière incroyable. Je filais pas à ce moment-là. Fait que c'était un peu ambivalent comme sentiment, mais il y avait vraiment ces images-là, tu sais, de vraiment quelque chose de très particulier dans l'environnement. Puis je te dirais que le fait d'avoir justement croisé des amis, des connaissances, Mélodie Gilbert, mon ami Dave Landry, d'avoir croisé René. Puis tu sais, le fait de croiser des coureurs, c'est très le fun. Fait que c'est ça. C'est quand même c'est spécial parce que aller-retour, d'habitude j'aime ça, là c'est aller-retour aller. C'est vraiment spécial.
Non, c'est un beau gros défi. C'est des belles images, c'est spécial. C'est pas nécessairement des points de vue. J'ai même pas de souvenir de ces temps des points de vue. Puis oui, c'est tough, là. Cette course-là C'est est... quelque chose, mais c'est un environnement très particulier. Ouais. C'est très beau. C'est dur de mettre des mots sur qu'est-ce qui est difficile. Il y a plein d'éléments qui sont difficiles, mais Ouais. moi, je dis tout le temps pour la décrire, on dirait que c'est un parcours. Puis, tu sais, on s'entend que c'est des sentiers. C'est pas Jean-François qui a décidé les roches puis la boue était où, mais c'est un parcours qui est fait pour te jouer dans la tête continuellement. Parce que tu regardes sur papier, puis il n'y a pas tant de dénivelé pour un 100K, pour un 100 000. Mais quand il y a du dénivelé, tu montes avec des cordes tellement c'est à pic, puis tu as la moitié de la boucle de 54 km qui est montagneuse, et tu as la moitié qui est complètement flat, plat, plat, plat. Et pourtant, c'est la portion que moi, j'ai trouvé beaucoup plus difficile. Tu parlais de Rivière aux Émeraudes, c'est magnifique, mais on a les pieds avec de l'eau jusqu'aux genoux pendant 400-500 mètres avant de ressortir de la rivière. Puis toute cette section-là, tu sais, de Rivière aux Émeraudes jusqu'à Coin-du-Banc, moi, ça me fait penser un peu à Ricana après le Jet bleu. Cette section-là, tu peux pas dire qu'elle est montagneuse, tu peux pas dire qu'elle est accidentée, mais tu n'es jamais capable de dérouler. Tu avances, tu montes une chute. Tu n'es pas capable d'ouvrir. Tu n'es pas capable d'aller à ton rythme. Pourtant, c'est plat, il n'y a pas de dénivelé là, mais ça avance pas. Ça joue dans la tête. Puis après ça, tu te fais courir sur le chemin de fer. Après ça, tu cours à la plage jusqu'au mi-parcours dans le cas du 100K. Dans le cas du 100 000, tu repasses là 2 fois. Tu repars. Tu n'as jamais les pieds secs. Tu vas à un ravito, ton crew est là, tu changes de bas. Ça prend 2 minutes, tu as les pieds complètement mouillés parce que tu as retraversé une rivière où il y a de la bouette. Puis pourtant, c'est ce qui est beau. Ce parcours-là est super diversifié. Il y a de tout là-dedans. Il y a de la montagne, il y a de la plage. Je veux dire, tu es sur le bord de la mer, mais c'est vraiment particulier comme course. C'est complètement unique. Chaque course au Québec a sa petite particularité, mais il y a des éléments, des points communs d'une course à l'autre. Entre Arikana et le QMT, il y a des sections que tu vas te dire « Ah, ça, c'est de la forêt boréale québécoise. » Tu sais, il y a des choses qui se ressemblent. Le Gaspésia, il est tout seul de sa gang dans cette espèce d'univers-là qu'on est moins habitué, je pense. Tu sais, quand on est en Estrie, quand on est en Outaouais, quand on est dans la région de Québec, Montréal, dans les Laurentides, il y a de quoi qui finit par se ressembler. On a des sentiers, de manière générale, assez techniques, de la roche, des racines, une forêt de feuillus puis une forêt de conifères au Québec, on les connaît, puis les sentiers peuvent finir par se ressembler. C'est les points de vue qui diffèrent. En Gaspésie, c'est complètement différent. C'est dans un autre monde. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je sais que moi, une des choses que je crois qui m'a vraiment pénalisée, puis j'en discutais avec mon amie Geneviève, là, c'est une amie c'est ça qui, je trouve, est fantastique, en tout cas dans la communauté à Sherbrooke, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui viennent du monde de la course sur route, puis qui s'en vont essayer le sentier, des gens de triathlon qui vont... Il y a beaucoup comme ça de gens qui s'essayent à plein de choses, puis c'est le fun de découvrir. Puis Geneviève me demandait des conseils, puis elle a très, très bien réussi d'ailleurs au Bromont Ultra sur 125. Là. Et puis, avant la course, j'ai dit, regarde, sois pas dans ta tête. Reste dans le sentier. Juste reste focus sur la course. Sois pas dans ta tête parce que ce qui s'est passé au Gaspésia, moi, à un moment donné, j'étais dans ma tête. Beaucoup plus que dans le sentier parce que, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est un environnement avec lequel on est moins familier. Mais je sais qu'à un moment donné, j'étais plus à réfléchir ou quoi, puis je me suis perdue, puis je suis retournée, etc. Bon, est-ce que physiquement, mon niveau aurait permis... Je n'ai pas passé loin, je pense, tu sais, mais c'est à un moment donné, j'ai comme décroché, puis là, je me suis perdue, puis là, j'ai perdu confiance, puis là... C'est que ça, c'est... Mais tu sais, j'ai entendu Joanie aussi, je pense, qui parlait de son expérience sur le THC, tu sais, un abandon, c'est jamais le fun, mais ça fait partie de la game, là. Puis, en tout cas, c'est sûr que ça m'a appris à ne plus faire ça. J'espère ne plus le faire. Tu sais, à quel point ton mental, on disait, quand tu arrives à le driver, ça te tire, là, mais s'il décroche, il peut vraiment te faire jouer un tour, là. Fait que, au moins, ça m'aura servi sur l'UTHC, tu sais, de rester focus, même si j'avais toutes sortes de difficultés là, sur le THC 125, là. Mais c'est sûr que Gaspésia, là, c'est sûr qu'à un moment donné, comme tu dis, ça joue dans la tête, puis là, c'était comme « Wouhou! »
Où est-ce que t'es? Tu sais plus dans quel sens tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Wow, là, ça a été fini, là, c'est décroché, là, complet, puis il n'y avait plus rien à faire. Là, les jambes, elles n'avançaient plus, là, c'était comme... C'est ça. Mais ça fait partie du jeu, là. Ça fait partie du jeu. On apprend de ça. Mm-hmm. Puis le bénévolat dans tout ça, parce que là, on parle à la grande récipiendaire de la Racine d'or, de la bénévole de l'année. À quel moment dans ta découverte de la course en sentier de la communauté trail, à quel moment, oui, tu as fait des courses, puis tu t'es dit, je vais m'inscrire, puis je vais aller faire du bénévolat pour une course. Comment c'est venu dans ton parcours? C'est assez, c'est clair que c'est un... Tu le vois à quel point les bénévoles t'aident là, pendant la course. J'ai eu, je te dirais ici, c'est aussi une expérience collective, fait que j'ai beaucoup commencé ici avec le Tri Memphrey, où est-ce qu'à Magog, on avait ça. Fait que ça, c'était une belle expérience, mais je te dirais que bénévole sur une course de triathlon, il faut que tu sois super efficace parce que les gens sont super pressés. Fait que là, c'est plus, t'apprends comment gérer un ravito, on va dire. Après ça a été beaucoup ici avec les courses Five Peaks, là, organisées par Luc Hamel, Anne Roisin. J'ai vu mes amis Éric Côté, Edith Saint-Amand, qui sont aussi ceux qui gèrent le ravito P5 au Bromont Ultra depuis plusieurs années, qui faisaient ça tellement bien, puis c'était tellement... c'est pas juste prendre ta santé, te nourrir, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe à un ravito. Et Eric et Edith, c'est aussi des gens qui sont des coureurs d'ultra tous les deux, qui ont fait des courses d'ultra aux États, avec des images magnifiques. C'est beaucoup, là encore, je te disais, c'est important pour moi, les modèles. C'est des gens que j'ai vus faire du bénévolat, puis qui m'ont donné envie de faire du bénévolat, parce que je les ai vus sur ces courses-là. Donc, après ça, j'ai été faire du bénévolat avec eux au ravito P5, au Bromont Ultra. Et là, j'ai fait une nuit complète, je pense. Là, j'ai vu des coureurs de 100 miles. Là, ils m'ont appris comment faire ça. Et là encore, ils m'ont fait confiance. Alors, je te dirais que c'était beaucoup ça qui m'a donné envie de faire ça. Ça m'a permis de connaître d'autres personnes avec qui on est toujours en contact. Fait que c'est une autre façon de connecter avec la communauté. Quand tu es bénévole, il faut que tu aies un niveau de connexion très important avec des gens que tu ne connais pas, puis avec qui tu as très peu de temps. Donc, il faut être je ne sais pas si être concentré, mais tu sais, il faut être disponible. Il faut vraiment être à l'écoute pour que tu donnes le meilleur que tu peux. C'est pas si compliqué. Je veux dire, il y a des gens pour qui ça va être. C'est OK, tu manges ça, mais il faut que tu sois efficace. Puis, il faut quand même que par tes yeux, par tes mots, que cette personne-là, tu l'aides, là, si tu veux bien le faire. Alors, moi, ça m'a vivre ça avec eux, les voir faire, tu sais, les voir préparer le bacon, les crêpes, puis avoir l'attention, tu sais, quand tu es au milieu de la nuit au Bromont Ultra, tu connais ça, là, l'année où j'y étais, c'était vraiment des conditions difficiles. C'est sûr que tu dois... c'est ça, il faut que tu sois bon. Il n'y a pas d'autre mot là. Puis je trouve ça correct parce que tu sais ce que ces gens-là vont faire. Et que ça m'a donné à la fois envie d'être bénévole, puis ça m'a donné envie d'essayer ces courses-là parce que je trouvais que oui, c'est des choses qui... C'est de la vie puissance 10, là, on pourrait dire, là. Alors, il faut être des deux bords, là, c'est sûr. Là. Comme on le dit assez, il n'y a pas de course sans bénévole, ben, c'est vrai, là. Donc, mais c'est fou ce qu'on... C'est pas qu'on reçoit, mais tu sais, c'est un échange. Tu sais, la beauté, c'est beaucoup dans l'échange, là. Tu sais, comme on parlait de l'expérience avec Sébastien Roulier, avec Sylvain, avec les autres courants ici à Sherbrooke, là. C'est ces petits moments-là, puis c'est pas des gros moments, mais c'est des minutes qui valent beaucoup. Alors, il faut ces minutes-là, là, tu sais, c'est ça. Quand tu es 5 heures sur un ravito, il n'y a pas 5 heures où tu dois être dans cet état-là, mais il y a 1 minute, 2 minutes, il faut que tu sois extrêmement
efficace et bon pour l'autre personne. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de ça toi aussi, là. C'est un peu ça, là. Puis de avoir un impact directement sur la course de quelqu'un. Tu sais, des fois, on ne le sait pas, on s'en rend pas compte. Hein, puis un bénévole va dire une petite phrase. Tu sais. Rien de particulier, rien d'inspirant, là, rien je dirais, à écrire dans un livre. Là. Juste une petite phrase qui va changer l'allure de la course de quelqu'un complètement parce que, c'est ça, je pense que quand tu fais du bénévolat, il y a aussi quand tu es dans un ravito, je parle, il y a une capacité à s'adapter à la personne qui arrive devant toi, d'avoir cette sensibilité-là, de voir, OK, cette personne-là, oui, il me dit qu'il veut de l'eau, puis ça, mais tu le perçois dans ses yeux. OK, lui, il n'est pas là, il est dans le creux. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre son expérience? Puis juste, tu ne veux pas faire la course à la place de la personne, mais juste, il redonner une petite dose de motivation. Là. C'est pas facile, là. C'est pas facile. C'est pas toujours évident, là, mais tu sais, en même temps, c'est ça. C'est pas notre vie qui est en jeu, là, on s'entend. Donc, tu sais, ça reste un jeu. Tu sais, tout ça, faut rester bien humble par rapport à tout ça, mais c'est l'occasion d'essayer d'aider la personne à aller un petit peu plus loin, là. Ou en tout cas, aller là où elle veut aller. Parce que ça peut arriver. Moi, ça a été une des discussions en Bromont Ultra, là. On discutait avec le gars, puis c'était comme, je te laisse réfléchir, mais voilà un petit peu qu'est-ce qui peut arriver si tu continues. Puis après, il m'a dit non, définitivement, j'arrête. C'est ça. Mais ça lui appartient pas, ça nous appartient pas. C'est ça. Là, tu as fait du bénévolat au Bromont Ultra, tu as pacé le Bromont Ultra 2 fois. Oui, est-ce que le Bromont Ultra comme course en tant que coureuse t'intéresse? Hey, j'ai parlé à Gilles, là, notre la vieille branche, là. C'est sûr que c'est une belle course. C'est une méchante belle course. C'est une méchante belle période de l'année, là. Mais je me suis pas encore commis sur qu'est-ce que j'allais faire en 2022. Moi, j'ai pas amené le sujet de 2022, Anne. C'est toi qui l'as amené quand j'ai parlé de Bromont. Moi, j'ai rien dit. Okay. Tu sais, je suis de Sherbrooke. C'est à une heure d'ici. Ça fait 2 fois que je vais pacer des amis. C'est une très belle organisation. J'ai beaucoup de respect pour tous les organisateurs de courses, mais ça, j'ai l'occasion de croiser Marlene. J'ai discuté quelques fois avec Gilles. J'ai énormément de respect pour ces organisations, ces organisateurs-là. Quand on a fini avec Dominique, son 100 miles, j'ai pris une bière à 6 heures du matin. Je trouve que c'est la meilleure bière que j'ai bu à 6 heures du matin au monde, là. C'était fantastique, là. C'est sûr que c'est des choses qu'on se dit à un moment donné, on va les vivre, mais je trouve que 100 miles, c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère, là. Fait que, tu sais, j'ai pas de... à un moment donné, faut se poser, en tout cas, c'est la question que je me pose là, maintenant, là, c'est pourquoi je veux réfléchir à ça. Tu sais, je veux vraiment... et sur le choix de la distance et l'événement, c'est ça. Faut y penser bien. Là, fait que je me donne un peu de temps. Ben, c'est très sage. En attendant de connaître ta saison 2022, moi, j'ai le goût de terminer avec les questions éclair NAC. Donc, un petit sondage express, 10 questions où on met 2 éléments. Donne-moi 2 secondes, je prends un peu des petites gorgées. Prends une gorgée, là, tu vas avoir besoin de tout l'alcool qu'il y a là-dedans pour répondre le plus rapidement possible. Je blague. OK. Dis-moi 10 questions, 10 secondes. 10 questions. Ça? Écoute, le fastest known time, le FKT, appartient à Joanie Desroches. On en parlait en 12 secondes. OK. Samuel Poher et Jimmy Gobey partagent la tête du côté masculin en 15 secondes. Donc, c'est une histoire de filles, ça, les questions éclairs. C'est là que les femmes performent le mieux. Mais OK. Je vais sortir mon chrono. Tu me dis quand tu es prête, puis on se lance là-dedans. OK, je suis prête. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Roulant. Fromage ou chocolat? Fromage. 100K ou 100 miles? 100 miles. Haricana ou QMT? Haricana. Question NAC. Poudre ou barre protéinée? Protéinée. Courir ou bénévoler? Courir. Melon d'eau ou orange? Orange. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Estrie ou Gaspésie? Gaspésie. 22 secondes. C'est fort. J'ai pris mon temps, j'avais pas envie de me stresser. Ben, c'est parfait, moi j'aime ça. Tu as fait la course. Il y a des gens qui font les FKT puis les sentiers le plus vite possible. Il y a des gens qui profitent de la ride. Puis là, je pense qu'on en a profité. Tu as réfléchi à chaque réponse. Tu as quand même répondu très rapidement, 22 secondes. Très fort. OK. Moi, J'avais pas envie de me stresser, puis ça paraît. Moi, je me suis amusé à
concocter des petites questions tricky. C'est tout le temps ça. On va les mettre en opposition 2 courses que la personne a faites, 2 endroits où la personne a fait des courses. Mais avant qu'on clôt complètement l'entrevue, là, ça fait déjà plus d'1h30. Tantôt, tu as dit dans ton parcours, le Madagascar, tu es allé vivre au Madagascar. J'ai vécu 10 ans là-bas. Ouais. Wow! Comment ça s'est présenté sur ton parcours? Toi, tu es agronome, c'est ça? Je suis agronome de formation, donc ça faisait partie de ma spécialité, en fait, l'agriculture comparée. Donc, c'était comme mon premier lieu de carrière. Je fais plusieurs emplois là-bas, mais c'était une belle façon d'aller découvrir complètement une autre réalité que celle dans laquelle on grandit, là, pour voir qu'est-ce qu'il y a sur la planète, là, on va dire. Là. Puis, l'un de mes profs m'a dit, quand je suis revenue de là, puis que j'avais trouvé ça difficile, là, au bout de quelques années, il m'a dit, on construit rien sur des illusions. Fait que tu as perdu tes illusions, là, tu vas pouvoir avancer. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'il m'a dit, parce que c'est sûr qu'on ne construit rien sur des illusions, mais il faut garder une part de rêve un petit peu. Là. Alors, ça a fait partie un petit peu de mon ADN, là, cette expérience-là, là, de voir des choses bien, bien différentes de là où j'ai grandi. Là. Ben, on n'entend pas ça souvent, le Madagascar. Ça doit être un agréable dépaysement, puis agréable ou pas, mais un bon dépaysement qui comme on dit ici, qui rend la couenne plus dure, hein, qui fait qu'on progresse, qu'on apprend. C'est vraiment une autre réalité. Ouais. Ça permet c'est intéressant d'être capable de faire un 360 avec son cerveau, là, des fois. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que c'est ça que tu vas faire quand tu vas là-bas. Là. C'est pas la même réalité, là. Ben, super intéressant. Merci beaucoup, Anne. Ça a été un très grand plaisir. Puis, je tiens à te féliciter encore une fois pour ta Racine d'or. C'est un prix tout particulier quand on préparait la Racine d'or. Puis, on se disait qu'on voulait couvrir un peu toutes les sphères de la course en sentier, les créations artistiques, les performances compétitives ou incompétitives, mais les performances, les gens qui nous ont inspirés. Puis c'était comme évident que la course en sentier sans ses bénévoles, c'est rien. Je veux dire, il y a plus de bénévoles souvent que de coureurs sur certaines distances, certaines courses. C'est vital pour que ces organisations-là puissent organiser des courses. Puis quand on a eu l'idée de l'Ange des Sentiers, c'est Johan Rock qui avait dit les Trail Angels qui s'occupent de l'Appalachian Trail, on va appeler ça l'Ange des Sentiers pour le bénévole de l'année. On a reçu ton nom beaucoup dans les candidatures. Je faisais partie du jury pour cette catégorie-là précisément. Puis les gens, je pense. Puis je tiens à féliciter toutes les personnes qui étaient nominées dans cette catégorie-là. En fait, toutes les catégories du gala, mais pendant qu'on parle de bénévolat, c'est tous et toutes des personnes qui ont la main sur le cœur. Puis on aurait pu en avoir 10, 15, 20, 30, 50 en nomination. Il y a plein de noms qui sont sortis. Je pense que c'est la catégorie où on a eu le plus de diversité de réponses. Tu sais, par exemple, sur 100 répondants, on avait 75 noms différents. C'est de quoi qui était vraiment beau à voir. Puis, longue vie à la Racine d'or. Puis, il y a cette catégorie-là qui pourra permettre de mettre de l'avant quelqu'une comme toi qui fait une différence. Puis, félicitations. Ben, merci beaucoup. Puis, c'est un très, très bel événement, la Racine d'or. Très belle façon de célébrer l'esprit du trail puis notre communauté. Puis, félicitations à toi aussi, Yannick. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très, 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 très honorée. J'étais très surprise parce que, comme de fait, il pourrait y avoir plein de gens à célébrer. Mais c'est avant tout cette espèce d'état d'esprit qui est important. Puis ça, c'était vraiment une bonne façon de le montrer. Ben, merci beaucoup. Merci de ton temps ce soir. Ça a été une super discussion. Oui, ça commence l'année 2022 de Pas sorti du bois très fort. Puis des belles choses qui s'en viennent pour l'année, plein de beaux projets. J'essaie de me réinventer puis d'essayer des nouveaux trucs. Le format classique d'entrevue est apprécié. J'aime ça m'asseoir, prendre une bière puis jaser avec des personnes intéressantes qui ont des belles choses à partager. Mais à travers ça, 2022, il va y avoir des petits projets surprenants qui vont arriver sur votre radar. Donc, je pense que ça va être une très belle année. On va avoir beaucoup de plaisir. Il y a des belles courses qui s'en viennent, des beaux défis, des belles personnes qui se lancent dans des aventures complètement folles. Puis, ça va être un plaisir d'entrer dans cette nouvelle année-là avec toi. Puis, avec tous les auditeurs qui nous écoutent aussi, je tiens à le dire. Je ne le dis pas assez souvent, je l'écris. Je réponds aux gens qui m'écrivent quand je lance un épisode. Mais là, commençons 2022 sur une note forte. Moi, je veux remercier chaque personne qui est fidèle au poste ou pas, qui écoute une fois de temps en temps ou religieusement le podcast. Moi, je fais ça pour
le plaisir de rencontrer des gens, mais le plaisir de le partager aussi. Puis vous n'avez pas aidé comment, des fois, les petits messages, puis les petits commentaires, puis quand vous répondez aux stories, puis vous me dites, hey, tel épisode, c'était le fun pour telle raison. Moi, ça me fait. C'est ça ma paye. Hein. C'est du bénévolat, pas sorti du bois, mais c'est ça ma paye quand je vois les gens qui trippent. Puis je reçois tellement des beaux témoignages, des gens qui me disent, hey, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 10 mois, tu as rencontré telle personne, puis ça m'a motivé à faire tel défi, puis là, ça m'a fait me surpasser. Puis j'ose espérer que les histoires de 100 miles de certains en inspirent d'autres à se lancer sur leurs premiers 5 km route. Puis, tu sais, l'ultra en soi n'est pas une finalité, c'est juste de repousser ses limites, s'amuser. Puis, écrivez-moi quand vous avez des beaux témoignages. Moi, j'aime ça. Puis, des fois, ça m'inspire à inviter ces gens-là. C'est arrivé une couple de fois, des gens m'ont écrit pour me parler de leur expérience. Je leur ai dit, hey, viens donc le raconter au podcast, ça va être le fun. Donc, oui. Je tenais à rendre un hommage à toutes ces personnes-là qui, semaine après semaine, suivent le podcast. C'est pour vous que je le fais, puis je vais continuer à le faire encore très longtemps. Merci beaucoup, Yannick. C'est vraiment très agréable, puis c'est précieux ce que tu apportes pour la communauté. C'est vraiment agréable d'avoir cette qualité d'échange. Merci beaucoup. Je remercie, comme d'habitude, pour terminer, David Hébert pour le design graphique, Frédéric Desroches pour le thème musical, toute la belle gang de NAC, bien sûr, William, Mine et toute l'équipe qui sont le partenaire officiel de Pas sorti du bois. On va en manger des grillons en 2022. C'est le fun. Moi, j'aime les produits NAC. Il y a des belles choses qui se présentent aussi pour NAC en 2022. Surveillez ça. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.